Yo les gens, c'est Tom et qui est resté. J'ai 19 ans, je viens de la banlieue parisienne, 95 et voici mon témoignage. J'ai grandi avec un père d'une origine française, normande-auvergnat, et ma mère martiniquaise. J'ai grandi dans un foyer plutôt sain. Mes deux parents étaient impliqués dans une vie de prière. C'était une famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de bons moments. J'ai de très bons souvenirs de ça. J'ai grandi entouré de 4 sœurs, plus ma mère. Ça a fait que j'ai été entouré d'un cocon féminin, d'un amour féminin assez fort. Et petit à petit, mes sœurs, je les voyais de moins en moins, y compris ma sœur Cindy qui habitait chez moi justement. Elle habitait à la maison et un jour elle a dû partir à cause de certains différends qu'il y a eu dans ma famille. Ce jour-là a marqué un tournant dans ma vie parce que c'était la sœur dont j'étais le plus proche forcément puisqu'elle habitait avec moi. C'était comme ma deuxième maman et je l'ai vécu un peu comme un abandon, mais j'ai compris plus tard que c'était pas sa faute. C'était un amour en moins dans ma vie et malheureusement ça a créé en moi une dépendance affective. Du coup je me suis beaucoup rapproché de ma mère forcément. J'étais pas déjà très proche de mon père, si ce n'est, vous connaissez les relations entre père et fils, généralement ça parle seulement de foot. Et puis notre truc en plus à nous deux c'était un peu la musique. J'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup la musique de façon générale. Mon père était guitariste dans mon église et il m'a inculqué beaucoup de choses, il m'a appris à faire un peu de guitare, il m'a poussé à chanter, il m'a poussé à pousser ma voix justement. On n'avait pas vraiment ce rapport-là de papa je t'aime et fils je t'aime. Mais un jour, mes deux parents ont eu une dispute virulente à cause de certains mauvais tics que j'avais. J'étais un très gros menteur à l'époque, un très gros menteur. Ça a poussé une dispute entre mes deux parents qui a fait qu'ils ont dû divorcer. Au moment de ce divorce-là, ça a créé un déchirement en moi, j'en ai jamais parlé à personne. À force de ne jamais en parler, forcément ça laisse une plaie et ça l'ouvre de plus en plus. Malheureusement, j'avais le droit qu'à une garde alternée. Mon père, je le voyais seulement un mercredi sur 2. Et comme mes parents s'étaient quittés en mauvais termes, si mon père ne me ramenait pas à l'heure pile, ça pouvait créer des disputes. Ces choses-là ont fait que je suis devenu solitaire. Je commençais à m'enfermer. J'étais déjà en primaire à ce moment-là et je commençais à m'enfermer. Je me renfermais sur moi-même et puis ça devenait de plus en plus compliqué. J'avais des amis du coup à l'école, vous vous doutez bien. J'étais un mec qui aimait bien justement être entouré. Et je me cherchais déjà beaucoup à cet âge-là parce que je me souviens qu'à l'école primaire, je cherchais à être un leader, à me différencier des autres. Et je voulais montrer que j'étais intéressant, que je pouvais être drôle, que les gens pouvaient m'aimer parce que j'avais l'impression d'être inintéressant. Alors du coup, je faisais énormément de bêtises à l'école. Je me battais souvent, je draguais beaucoup les filles. Ça a commencé archi tôt. Je mentais énormément, je faisais des trucs de fou en classe. Carrément, j'ai une anecdote par rapport à ça. Un jour, j'étais en CP, une de mes professeurs est partie sur la dépression à cause de moi parce que je faisais des trucs de fou. J'étais là, je faisais presque des saltos en classe, tout ça. Je montais sur la table, je jouais à l'épée, tout ça. Je faisais des chats dans la classe. J'étais en CP, la prof elle était comme une ouf. Pardon Seigneur, c'était une ancienne époque. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en considération. En primaire, c'était la première fois qu'on me parlait de la masturbation, c'était en CM2. Et c'est resté dans ma tête et j'ai essayé ça en CM2. C'est archi, comment ça a été fait, ça a été vicieux. Je me souviens que c'était un ami qui m'en avait parlé. Et c'était en primaire et j'en ai parlé à personne dans mon entourage pour vous dire à quel point j'étais solidaire et j'aurais dû en parler à quelqu'un de mon entourage pour être sûr de ne pas faire cette bêtise-là. Et ça a fait que je suis rentré dans une dépendance de cette chose-là très tôt. Ça a commencé du coup en CM2, du coup je crois que je devais avoir 9-10 ans. Je me mets du coup à faire cette bêtise de plus en plus, je me battais, je mentais énormément. Si un jour vous parlez à ma mère, elle-même vous dira que les prochaines années après ça, elle pensait que j'allais finir en prison ou que j'allais faire n'importe quoi parce que justement ma vie c'était que ça. Je me battais, elle venait me chercher à l'école, elle avait des problèmes avec le directeur ou la directrice, elle avait des problèmes avec mon professeur. Le nombre de fois justement elle a dû me défendre parce que aussi je suis quelqu'un qui déteste le manque de respect et l'injustice et ça a commencé très jeune. Mais moi dans mon sens, je manquais de respect et j'étais peut-être des fois injuste aussi.
Et vous vous doutez bien, plus j'avance dans le temps, plus je m'affirmais justement. Et là, j'étais au collège et là, ça a déraillé. Ça a déraillé. Comme je vous ai dit, je suis né en banlieue parisienne, dans le 95 à Hermont. Et j'habite à Aubonne. Mon père habitait à l'époque à Hermont aussi. Et plus tard, il a déménagé à Cergy. À ce moment-là, quand j'étais à Aubonne, justement, je m'entourais de gens comme moi, c'est-à-dire des Antillais. Et c'était l'amour fou entre nous. On faisait des trucs de fou, tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à m'intéresser à, on va dire, la vie de quartier et tout ça. Déjà, dans mon école primaire, ça a commencé un peu, les bagarres, tout ça. Ça veut dire qu'on avait déjà un petit peu une influence sur moi et on me voyait un peu déjà de cet œil-là. D'un autre côté, j'étais aussi un très bon élève à l'école, malgré le fait que j'étais super dissipé, je faisais n'importe quoi en classe. Comme je vous ai dit, je suis né d'une mère antillaise et d'un père français. Et ça a fait que déjà dans ma personnalité, déjà il y avait un trouble parce que je ne savais pas trop dans quoi m'identifier. Dans ma propre famille, côté française, j'ai entendu des histoires comme quoi on m'appréciait moins qu'un tel parce que j'étais noir. Je l'ai très mal vécu étant petit. Donc j'avais le choix entre l'école et la rue. Et je me souviens encore un de mes frérots qui me disait, juste pour épater les meufs à l'époque, je crois que j'étais en 6e ou en 5e, il vient me voir à l'école, on était assis, on était les deux cancres de la classe, et il me dit ah frérot, ça te dit on commence à guetter tout ça. Je me suis dit pourquoi pas. À chaque fois du coup j'avais cette option là dans ma tête. Mais pour le moment je continue à faire mes trucs, du coup je me concentrais en cours. Je faisais toujours des bêtises un peu en cours et à l'extérieur surtout. Je faisais du foot aussi. La musique à ce moment-là je m'intéressais mais je faisais pas vraiment de musique. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser aux filles à ce moment-là. Je crois que c'était vers la 5e. Je commençais à avoir mes premiers rapports, on va dire, avec les femmes. Et ce premier rapport a été un peu spécial. C'était une fille qui avait l'air déjà un peu de s'y connaître et moi j'avais l'impression juste d'être le petit pantin qui savait vraiment pas faire grand-chose. Et en fait ça a créé une sorte de dépendance encore affective, ça a approfondi ça. Et surtout qu'après, du coup, elle est partie. Ça s'est terminé d'une certaine manière. Je m'en souviens encore, c'était pas ouf. Mais ça laisse une petite cicatrice et ça approfondit cette plaie du manque de confiance en moi, de la dépendance affective. Et ça a fait qu'après, ça enchaînait. À cette époque-là, en plus, j'étais quelqu'un d'assez rond. Les gens se moquaient beaucoup de moi par rapport à ça. Je me souviens qu'il y avait un de mes amis, carrément, il m'avait dit, enfin, c'est un peu plus un ami. Lui, il avait un peu la cote, tout ça. Il me disait ah ouais, toi, t'espères gérer cette meuf-là, mais retombe sur terre en mode. Et je l'avais grave mal pris, tout ça. Je me souviens, j'avais beaucoup de problèmes physiques de par mes problèmes de croissance. Avant, j'étais bon au foot, justement, quand j'étais petit. Je dis pas que j'aurais pu être professionnel, forcément, mais j'avais un bon niveau. Et mes problèmes de croissance ont fait que, malheureusement, j'ai pas pu faire de foot pendant 3 ans. Au collège, généralement, c'est le moment où on est censé être le plus productif quand on veut s'intégrer dans une équipe de foot. À ce moment-là, mon équipe de foot à moi, elle était en régional, donc malgré tous les efforts que j'aurais pu faire ensuite, c'était à ce moment-là, je sais où j'aurais pu prendre de l'expérience et continuer. Ça veut dire à ce moment-là, je commençais à prendre du poids et je mangeais. Je me souviens, comme un fou, j'étais devenu un geek. C'est-à-dire, j'étais vraiment manque de confiance en soi. On me disait t'es moche, pour moi dans ma tête j'étais vraiment laid, genre vraiment hideux. Je connaissais un peu les darons, les tantines en plus, elles aiment trop dire ouais, toi t'es trop mignon, t'es mon petit fiston, tu vois. Au final on est flingués, on était flingués. Et ouais, c'était comment dire, c'était frustrant parce qu'en moi j'avais pas cette part de respect envers moi-même, d'amour propre pour moi-même. Et tout ce que je faisais pour moi pouvait échouer. Je savais pas ce que je voulais faire plus tard, alors qu'au collège, les gens ils commencent déjà un peu à réfléchir à ça. Moi, dans ma tête, je me disais juste, ouais, ça serait cool d'avoir un rêve qui représente ce que j'aime. Et ce que j'aimais, du coup, c'était la musique. Et j'ai commencé à écrire des textes. Et ça a commencé à être un échappatoire pour moi. Alors, j'écrivais en secret, je crois que c'était à peu près en 4e, j'écrivais en secret, pardon. Et je faisais écouter mes sons à personne. J'avais un peu un délire à la Damso, je me souviens, c'était un peu mon truc, des paroles un peu réfléchies, avec pas mal de profondeur. Et c'était vraiment un échappatoire, parce que moi, dans ce moment-là, en fait, comme j'avais beaucoup de problèmes selon moi, à ce moment-là,
Bah en fait, j'avais beaucoup d'idées suicidaires. J'avais beaucoup d'idées suicidaires, tout ça. Comme je savais pas trop comment m'identifier à ce moment-là, si je devais continuer mes bêtises pour m'affirmer, pour qu'on puisse ne plus me marcher dessus, tout ça. Si je devais continuer en tant que mec qui aime trop les meufs, tout ça, donc un délire de fuckboy. Comme je suis métisse, forcément, il y a eu cette période de curly hair, tout ça. Bah pendant un moment, je me suis plus orienté vers ça. Mais je m'affirmais en tant que bonhomme, ça veut dire je me battais quand même. J'étais assez virulent. Je traînais pas trop dehors malgré que j'allais quand même souvent dehors. Je restais tard dehors, tout ça, avec mes gars. Je traînais avec ceux justement qui faisaient ce genre de bêtises. Plus le temps passait, plus bah en fait ce délire de mec qui plaît aux meufs, j'aimais ça. Et ça a pris une part en moi qui a changé clairement ma vie, ça a pris un nouveau tournant. À ce moment-là, je crois que j'étais en troisième, non en quatrième. J'étais complètement vraiment indépendant vis-à-vis des meufs, vraiment. Je les enchaînais une par une et je trouvais du plaisir dedans, sans forcément avoir de rapport sexuel ou quoi que ce soit, mais juste le fait de me dire bah tiens je suis sorti avec un tel, tiens je suis sorti avec un tel, et puis voilà. Et d'y voir une certaine gloire parce que les gens ils me voyaient d'une manière en mode ah ouais t'as réussi à sortir avec elle, nanani nanana, t'es bon, t'es bon. En plus je commençais à perdre du poids, à m'affirmer d'une autre manière. Je prenais soin de moi pour que justement les gens ils me voient d'une autre manière, mais c'était pas moi. Physiquement, vestimentairement parlant, je savais que c'était pas moi. Je savais que du moins les femmes allaient apprécier ça. Les jeunes filles allaient apprécier ça. Ça a continué comme ça. Au lycée, c'est resté comme ça. Et puis en plus, j'ai commencé à sortir un son. J'ai sorti un son, je me souviens, j'étais parti au studio. C'était à Deuil-la-Barre dans le 9-5. Un studio un peu. J'avoue, un peu bizarre, hein. C'était un studio un peu bizarre, mais ça m'a permis de prendre un peu d'expérience. Et vraiment, ça m'a ouvert dans le milieu de la musique. Et à ce moment-là, j'étais fier d'avoir sorti ce son-là. Comme à l'époque, vous savez, pour sortir un son quand on est en période lycée, les gens, en fait, c'est soit ils nous voient comme une star, soit le son il est vraiment nul, les gens ils ne calculent pas. Bah, de base, le son, tout le monde le validait. Sauf que, vas-y, j'ai 2-3 amis à moi un peu bizarres. Ils ont fait une petite phase. J'ai jamais compris ça d'ailleurs. Et bref, en mode, ils sont partis dire à tout le monde que le son était flingué. Et du coup, les gens qui écoutaient ça, c'était pas du tout les mecs de quartier, comme je vous ai dit. Moi, c'était un peu un délire à Damso ou à la Joker. Un son un peu love. Et j'aimais ça parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de mélodique. J'aime bien un peu la part mélodieuse, la part un peu mélancolique. Ça a toujours été une part de moi-même que j'aimais beaucoup. Et mes potes à ce moment-là, en fait, avaient validé le son. Et je me souviens du jour au lendemain, ils ont commencé à me descendre en public et ça a affirmé encore plus quelque chose en moi. Ça m'a fait une perte de confiance. Et j'ai commencé à mettre une croix sur la musique directement. Parce que justement, des gens essaient de me mettre des bâtons dans les roues, peu importe si ça soit vos amis ou pas. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Comme quoi, quand on dit que, ouais, il y a des mots qui ont un pouvoir sur votre vie, ça peut détruire soit votre vie physiquement, clairement, soit votre vie spirituelle, c'est vrai. Jusqu'au jour où, bah, bon, ça c'est une petite anecdote, mais des années plus tard, on m'a dit que le son, en fait, il était d'art, mais c'est juste, bah, en mode, ils voulaient pas me l'avouer. C'est ridicule. À ce moment-là, période lycée, tout ça, en plus, je commençais à fumer, à boire beaucoup. J'allais beaucoup en soirée. Et je m'identifiais beaucoup aux gens, justement, de plus en plus de ceux qui savaient, qui sont là, bah, qui aiment justement le délire de soirée, qui font des soirées pratiquement tous les week-ends. Papa, maman sont au courant. Et dans les soirées, souvent, ça fume, ça boit. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans. Jusqu'au jour où, bah, c'est une petite anecdote comme ça. Et en fait, je venais de rentrer au lycée. Et les gens, justement qui écoutaient mes sons, m'avaient invité dans une soirée, tout ça. Et bref, fallait prendre des boissons, tout ça. J'avais pris une grosse bouteille de Poliakov avec un pote. De base, j'étais pas trop dans le délire de boire, tout ça. Même si ça a commencé en vrai au collège. J'ai commencé à boire au collège. Je sais pas si je pourrais appeler ça de l'alcoolisme, mais je sais que j'avais cette habitude, on va dire, dès que j'étais triste, je buvais au moins un petit verre, histoire d'être un peu gai, un peu joyeux, un peu... ne plus penser à ce que je pensais, les pensées justement tristes, suicidaires, tout ça. En fait, je m'enfermais dans ça et je pouvais plus m'en sortir. C'était vraiment une dépendance. Je fumais beaucoup de joints. Ça, c'était vraiment une dinguerie. Je fumais beaucoup de joints, d'où mon blaze qui veut dire RST. De base, ça a commencé au collège. Les gens m'appelaient... parce que de base, je faisais des vidéos un peu gaming. J'aimais bien ça, des vidéos GTA, tout ça. Et du coup, mon blaze, c'était... bon,
La honte un peu, c'était Rasta Swagtom. Et vas-y, mes potes, t'as vu, ils se moquaient de moi à m'époque de cracher. Ils me disaient, ouais, vas-y, fais un raccourci en vrai. Du coup, je disais Rasta. Et c'est resté. Du coup, sans mauvais jeu de mots, c'est resté. Plus tard, je commençais du coup à faire mes délires de fumettes. Je commençais à fumer des cigares, des chichas, des joints. Comme je vous ai dit, ça a commencé au collège. Ça veut dire, en vrai, ce blaze, ça s'est transformé un peu en blaze de quartier. Puisque j'avais en vrai... Chacun avait son blaze. Hein. À l'époque, c'était beaucoup l'époque des Vasco, tout ça, les trucs comme ça. Et là, c'était... moi, mon blaze à moi, c'était RST. Et tout le monde m'appelait comme ça. C'était ma marque, on va dire. Même sur, sur tous mes réseaux, c'était ça mon blaze. Mon blaze d'artiste, c'était ça. Et à la base, RST, ça voulait dire Rasta. Surtout que je faisais beaucoup de départs de Lox, je faisais des vanilles, des trucs. Bon, bref, ça m'affirmait vraiment de cette manière-là. En plus d'avoir un délire, pardon du terme, mais c'est comme ça qu'on appelle ça du coup les fuckboys. C'est le délire en mode souvent bien habillé, on va dire, pour un peu gérer les filles, tout ça. Et avec des tresses ou des locks ou des vanilles, j'étais ce délire de mec là. C'était la débandade dans ma vie en vrai, c'était vraiment la débandade, j'avoue. C'était triste carrément, j'arrivais même pas à m'en sortir. Le vrai déclic, justement, c'était quand j'étais tellement dans la déprime. Justement, ce soir-là, j'écoutais XXXTentacion. Et ces sons me rentraient vraiment dans la déprime et mes pensées suicidaires se sont décuplées. Et j'ai commencé à me pencher en fait sur la fenêtre. J'habite au 11e étage dans un bâtiment, dans les plus hautes tours qu'il y a dans ma ville à Aubonne. Et je me suis penché à ma fenêtre, 11e étage, et j'avais vraiment cette envie de sauter parce qu'en fait, je ne voyais pas l'intérêt de rester sur Terre parce que j'en ressentais pas l'envie, pas le besoin. Il n'y avait pas grand-chose qui allait, du coup, je ne voulais pas rester dans ça. Et je me souviens de m'être penché. J'avais pas bu, pas fumé, rien du tout ce soir-là, mais j'étais juste vraiment super triste. Et j'ai senti pour la première fois quelqu'un ou quelque chose me dire dans mon cœur, mais genre profond, genre c'était une parole super puissante, il me disait tu vaux mieux que ça. Et cette parole-là, mais pas. Des fois on a des pensées, on se dit en fait, je sais pas, ça se trouve c'est Dieu qui m'a parlé. Non, ça se trouve c'est pas Dieu qui m'a parlé, mais ça se trouve c'est juste moi je suis devenu fou. Peut-être j'ai entendu quelqu'un, je sais pas, qui m'a parlé, mais on n'imagine pas que ça peut être Dieu. Mais sauf que là, c'était vraiment puissant. J'avais jamais entendu ça, surtout qu'à l'époque, comme je fumais, j'avais souvent des délires. Et j'avais réussi à discerner cette différence. Et une autre fois encore, j'avais eu ce même souci-là. Sauf que là, c'était vraiment encore pire parce que je m'étais dit, peu importe ce qui va arriver, en fait, je vais vraiment partir. Et cette fois-ci, c'était encore plus fort. Et c'était toujours la même phrase, tu vaux mieux que ça. Et je comprenais absolument pas pourquoi. À cette période-là, j'étais au lycée et j'avais interdiction de dormir chez mon père. Interdiction juridique parce que comme je vous ai dit, mon père des fois il avait une certaine manière d'exprimer un peu sa colère, c'était assez violent puisqu'il avait une dépendance à l'alcool aussi. Je sais que tous les actes qu'ils ont fait vis-à-vis de moi n'ont jamais été méchants, au contraire, ça avait pas de... Comment dire, je sais que c'était pas méchant. Je sais qu'il s'en voulait énormément quand il savait ce qu'il m'avait fait. Et cette colère, elle est restée vraiment en moi et je pouvais vraiment pas... quand j'ai dû témoigner par rapport au divorce de mes parents, puisque j'étais un enfant à ce moment-là, j'avais 8 ans quand ils ont divorcé, j'ai dû témoigner de certaines violences. Et c'est des violences physiques, donc des coups ou des manières trop virulentes de me reprendre. Et ça veut dire qu'en fait les juges et avocats m'ont interdit d'aller dormir chez mon père et ont interdit à mon père de me laisser dormir chez lui. C'est-à-dire que si je dormais chez lui, ma mère avait la possibilité d'appeler les policiers et de leur dire qu'il y avait un problème. Donc ça veut dire de mes 8 ans jusqu'à, je crois, 16-17 ans, je ne pouvais pas dormir chez mon père. Même pas un petit déj chez lui, rien. Je me souviens que la seule fois où j'ai pu le faire, c'était au collège quand il y avait comment on appelle ça, le fameux stage de 3e où on peut faire le travail avec soit ses parents, soit quelqu'un d'autre. Et moi j'avais la possibilité de le faire avec mon père. Du coup j'avais dormi un week-end chez lui.
Et sinon, c'était vraiment la seule fois depuis mes 8 ans. Et quand j'ai commencé à aller dormir chez mon père, j'ai eu cette possibilité-là de faire ce choix. Puisque c'est moi qui ai pris le choix de le faire. Bah, mon père il m'incitait à aller à l'église, dans laquelle moi j'ai grandi. Et ça a reconstruit certaines choses qui étaient complètement détruites en moi. Il m'a juste dit, ouais fils, viens demain avec moi à l'église. Je lui ai dit non une fois. Et puis la deuxième fois, il a été encore plus virulent. Il m'a pas trop laissé le choix, mais c'était vraiment l'amour d'un père. Et vraiment, c'était fait avec sagesse. Du coup, je lui en veux vraiment pas pour ça. Il l'a fait par amour et il m'a dit, fils, vraiment viens voir ce qui se passe à l'église. Et je me souviens quand je suis parti voir, quand j'y suis allé, j'étais vraiment sceptique. J'arrive à l'église, je me sens super sale. J'étais venu vraiment habillé en mec de quartier, tout ça. Ça peut paraître bête, mais je suis un bouc super orgueilleux. J'ai jamais mis le genou à terre pour Dieu. J'avais jamais mis le genou à terre pour Dieu, j'avais jamais pleuré. Même quand j'étais dans la déprime, je pleurais pas. Même quand j'avais ces pensées suicidaires, je pleurais pas. Même quand je buvais, je fumais, je pleurais pas. Et je me souviens que ce jour-là, on chantait des louanges. Sincèrement, je ne pourrais même plus vous dire ce qu'on chantait dans les louanges, mais tellement l'atmosphère était là, tellement l'Esprit de Dieu était là. Je me forçais à louer. Il y a le pasteur qui dit, bah ouais, si vous avez à cœur de vous repentir de quelque chose, demandez pardon à Dieu, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre le genou à terre, faites-le. Si vous avez besoin de prier, venez devant, je vais prier pour vous. Et bah moi j'étais sceptique de base parce que je ne savais pas vraiment quelle religion non plus choisir vu que j'étais dans un quartier. Vous doutez bien qu'il y a une atmosphère aussi où il y a beaucoup de musulmans. Et je voulais chercher la vérité et ça veut dire que pendant une certaine année, cette année-là justement, je commençais à dormir chez mon père, je me posais cette question-là. Énormément de doutes vis-à-vis de Dieu. Déjà de son existence et de si on en avait un, qui il pouvait être, si c'était le nom d'Allah, si c'était le nom de Jésus. Aussi même, vous savez que des fois il y a des débats entre chrétiens où Jésus n'est pas le fils de Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Je me doutais même de ça en fait, Et je me suis dit, je me suis seulement posé la question, j'ai seulement posé la question cette semaine-là, j'ai juste dit, si Dieu t'existe, montre-moi qui tu es. Donne-moi un nom, je veux savoir qui tu es. Et quand du coup je suis arrivé à l'église, je me sentais sale et que le pasteur a dit ça, avec l'atmosphère qu'il y avait, quand je vous dis que vraiment Dieu existe et que son esprit, quand il est là, quand il est présent, il peut faire changer des choses, tellement j'étais fier, orgueilleux, plus orgueilleux que fier d'ailleurs. Tellement j'étais orgueilleux, impossible de mettre à genoux à terre. L'amour de Dieu et son pardon étaient tellement puissants que contre ma volonté, j'ai mis les 2 genoux à terre. Contre ma volonté, j'ai mis mes 2 genoux à terre et j'ai imploré Dieu. J'ai imploré son pardon. Je lui ai demandé pardon, je ne sais pas combien de fois ce jour-là. Mon père, il était juste à côté de moi, il me voyait pleurer. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pleuré. Je crois que la dernière fois que j'avais pleuré, c'était quand j'étais en primaire. Je venais de pleurer, j'avais de la mort partout, c'était une dinguerie. Dans mon église, on était une centaine, je me souviens devant une centaine de gens qui espéraient justement, parce que mon père disait à ces gens-là de prier pour moi, comme il s'inquiétait beaucoup pour moi. Ces gens justement me voyaient agir comme ça et certaines personnes se sont mis à prier pour moi. C'est une évolution dans mon corps, j'ai ressenti un truc de ouf dans mon corps. Et c'est juste inexprimable, c'est surréaliste, c'est extraordinaire. Quelque chose de surréaliste est venu en moi et c'était l'amour de Dieu qui me disait « Fils, je te pardonne » et qu'il y a moyen de recommencer quelque chose, il y a moyen de repartir à zéro. Et je suis la solution, je suis cette solution. Cette solution, en fait, tellement j'étais fier, je me suis dit non, ça se trouve, je délire. Alors, j'ai laissé une deuxième chance à Dieu. Non, j'ai pas laissé une deuxième chance à Dieu, j'ai imposé une deuxième chance à Dieu. Ne faites jamais ça parce que Dieu, du coup, il s'impose aussi avec amour. Et à ce moment-là, il s'est imposé et je suis retourné à l'église. Cette fois-ci, c'était pas seulement que l'amour et le pardon, mais en fait, c'était surtout justement le poids de son amour. Je me suis encore une fois effondré au sol et j'ai encore pleuré de toutes mes forces, une deuxième fois. Et je me suis dit non, là c'est pas possible parce que ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti une fois, mais là c'est la deuxième fois, c'est pas anodin.
Le pasteur, du coup, par la suite, a demandé à ce que les gens qui ont ressenti, ce Saint-Esprit-là, celui qui nous a envahis, l'Esprit de Dieu qui est venu en nous, s'avance. Et j'ai pris du temps avant de le faire. J'ai demandé à ce que mon père puisse prier pour moi, pour que je puisse le faire. Et j'ai mis mon orgueil de côté, j'ai commencé à m'avancer. Et ce jour-là, j'ai pris le choix du baptême. C'était un petit peu, vraiment quelques mois avant la période Covid. Alors là, période Covid, par contre, je l'ai super mal vécu parce que je commençais du coup à me rapprocher de Dieu d'une manière très sincère. Et en fait, le Covid a fait que je n'allais plus à l'église et je me suis trop attaché à l'église et pas forcément à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, petit à petit, quand je ne me suis pas forcément attaché à Dieu, mais à l'église, puisque tout ce que j'avais vécu, c'était grâce à l'église, je m'étais dit, seulement je vais faire ma vie et j'espère juste que l'église je vais pouvoir y retourner. Ce qui s'est passé du coup, c'est que en fait, j'ai clairement abandonné Dieu dans cette période-là et je me suis enfermé dans un délire de, comme je vous ai dit, entre guillemets, fuckboy. J'ai voulu chercher à m'affirmer dans le mannequinat, tout ça, et je savais que c'était pas moi malheureusement. Je me suis donné à fond dans ça et je me suis brisé dedans. Dieu m'a brisé vraiment. En fait, Dieu m'a fait comprendre que c'était pas là où il m'attendait vraiment. Plus d'une fois, j'ai recommencé, j'ai contacté des agences, j'ai été dans des agences de mannequins. Et le milieu de mannequins, c'est beaucoup sexe, drogue, comment on appelle ça? Tout ce qui est homosexualité, tout ça. Et ça ne me correspondait pas, je savais que c'était pas sain pour moi et à chaque fois en fait j'ai été brisé, je brisais mon rêve et je repartais à zéro. À ce moment-là, du coup, j'ai repris la musique et c'était de la musique mondaine puisque je ne savais pas, je n'étais pas renseigné par rapport à la parole. Je n'étais pas du tout renseigné et je me suis enfermé dans la musique mondaine. J'ai déménagé à Cergy et mon environnement de Cergy a fait que Cergy, c'est pas la même chose qu'Aubonne. Cergy, c'est encore plus ghetto. Je me suis intéressé au proxénétisme. Je me suis enfermé encore plus dans la drogue. Et pourtant, j'avais pris le choix de suivre Jésus sans forcément le connaître. Je l'avais expérimenté, mais je n'avais pas cherché vraiment qui il était. Et le Seigneur a fait que petit à petit, il m'a rappelé. Je me souviens que je faisais des clips où je caillassais les flics, où je buvais mon délire, c'était de dire que je m'appelais RSD et que je buvais du Jack Daniel. Et les gens me reconnaissaient vis-à-vis de ça. Dans mes clips, je fumais. Et puis, je faisais ça pour ma gloire. Vraiment, je m'enfermais dedans. Chaque compliment, c'était pour moi. Jusqu'au jour où, justement, mon père est tombé un peu malade. Et je commençais vraiment à reprendre une vie de prière. Et je me suis dit, en fait, je savais en fait que vis-à-vis de cette image-là de mec de cité, je faisais souffrir énormément de gens, que ce soit ma mère, que ce soit mon ex à ce moment-là. Je faisais souffrir mon père, ma famille, peu importe les gens que je faisais souffrir énormément de gens. Et je savais que la seule personne qui pouvait m'aider à changer, c'est qui avait marqué un tournant dans ma vie, c'est qui m'avait fait évoluer, c'était Dieu. Mon père me disait souvent, fils, tu as un vrai talent, Dieu t'a donné un don, mais utilise-le pour lui. Qu'est-ce que tu attends pour l'utiliser pour lui? Parce que vraiment, tu as un don. Et moi, en fait, seulement quand il me disait ça, je me disais, mon père n'est juste pas fier de moi. Et à force de me répéter ça, je commençais à avoir une certaine rancœur vis-à-vis de mon père. Et un jour, vu que je me rapprochais de plus en plus de Dieu, j'ai décidé justement de faire un chemin sur le pardon et demander des explications à mon père. Et ce jour-là, il m'a dit une phrase qui dit tout simplement que tu ne peux pas servir de Dieu. Tu ne peux pas servir Satan et tu ne peux pas servir Dieu en même temps. Tu es obligé de faire un choix, tu ne peux pas être tiède entre les deux. Et ça a fait un tilt dans ma vie et il y a eu un changement monumental. Tous mes délires de cité, de ça, du jour au lendemain, je faisais même des TikTok où je faisais la promotion de ma musique, où je faisais des délires juste pour ramener des meufs, alors que j'étais en couple. Donc j'étais super infidèle à ce moment-là. J'ai arrêté du jour au lendemain, ça a été radical. Et Dieu m'a énormément parlé. Et j'ai commencé à me renseigner sur la musique chrétienne. Je me souviens qu'à l'époque, dans le rap chrétien, du coup, c'était surtout David O'Keefe qui ressortait. Mais il y avait une autre personne qui faisait du son
C'était pour Dieu, mais c'était pas vraiment Dieu, notre Jésus qui représentait, c'était Blacko. Et je crois que c'était le Dieu des Rastafari, c'est Jah. Mais juste ça m'avait interpellé dans le fait que lui, en fait, il exposait sa foi. Et moi, je m'étais dit, j'avais ressenti en fait il fallait que je fasse ça. J'ai commencé à justement à exposer ma foi de cette manière-là. Ça a commencé par des sons SoundCloud et petit à petit, je me suis donné à fond. C'est-à-dire que chaque son que j'avais écrit mondain, où je pouvais dire que je me bourrais au Jack Daniel, que je faisais certaines choses avec des filles, ou encore pire, que je doutais de Dieu, de son existence. Parce qu'il y a un son où vraiment je disais limite que je reniais Dieu avec un de mes potes. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Toutes ces choses-là, je savais qu'il fallait que je les arrête et que je change ça, je transforme ça. Et Dieu m'a montré comment me transformer. Et toutes ces choses-là ont évolué. J'ai commencé à proclamer le nom de Jésus dans mes sons. J'ai commencé à montrer qu'il était vraiment ce qu'il avait fait dans ma vie. Mes sons ne sont pas simplement des louanges. C'est aussi de l'adoration, mais c'est surtout signe de témoignage pour montrer ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que j'étais et ce que je suis maintenant. Dieu m'a permis de faire de plus grandes choses actuellement dans le gospel. Il m'a permis de toucher un plus grand nombre de personnes. Il m'a permis de réaliser certains rêves que je ne pouvais jamais réaliser dans le monde, parce que si je le faisais dans le monde, malheureusement j'allais entraîner plus de gens dans ma chute que là. Je peux emmener plus de gens justement dans cette réussite. Par la suite, il m'est arrivé tout un tas de dingueries. Il m'a guéri d'un deuil. Suite à ça, j'ai perdu mon père. Ça a été une blessure incroyable. Une vie de consécration, c'est ce qu'il y a de meilleur. Une vie où justement peu importe justement ce que tu fais comme bêtise, malheureusement, Dieu te rachète. Dieu te montre que justement tu peux continuer d'évoluer. Continue d'évoluer dans ce cas-là. Ne te laisse pas tomber, ne te laisse pas abattre. C'est juste une parole pour que tu puisses ne jamais abandonner, parce que dans mon témoignage, du coup, tu as pu voir que j'ai abandonné ma foi. Et Dieu, malgré ça, m'a rappelé. J'ai douté de lui et Dieu m'a rappelé. Je l'ai confondu avec un autre Dieu qui n'est pas notre Dieu. Un Dieu qui est faux, un démon. Et Dieu m'a rappelé. Là où j'étais perdu, que j'étais enfoncé dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes sortes d'impudicités, Dieu m'a rappelé. Ne te sens pas trop sale pour revenir à Jésus, que tu sois chrétien, que tu sois musulman. Le Dieu qui te rachète s'appelle Jésus. Expérimente-le, cherche-le. Viens vers lui. Et tu comprendras vraiment qui il est. Tu ne douteras plus jamais de lui, crois-moi. Amen.